Bienvenue sur Élixir de Confiance, le podcast qui redonne le pouvoir aux femmes en vous aidant à reprendre confiance en vous pour enfin vous épanouir pleinement dans votre vie et dans vos relations. Je suis Jessica et ma mission est d'aider chaque femme à s'aimer et trouver la clé du bonheur en elle pour pouvoir créer des relations plus saines et plus sereines sans s'oublier. Pensez également à vous abonner et si l'épisode vous a plu, à mettre un 5 étoiles. Je vous souhaite une très belle écoute. Coucou à toi, je suis contente de te retrouver pour cet épisode qui va être vraiment tout particulier puisque dans cet épisode je vais vraiment te parler de ma vie, de mon histoire, de ce que j'ai vécu et comment j'en suis arrivée à être une femme sûre d'elle parce que sincèrement c'était très très mal parti. Ouais, et si j'avais pas fait ce que j'ai fait, je pense que j'en serais pas là. Donc là je vais vraiment me livrer totalement. Je pense que d'un coup tu vas vraiment apprendre à mieux me connaître. Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de te raconter mon histoire, c'est que souvent quand je rencontre des personnes, quand je raconte mon histoire, elles me disent mais waouh, c'est fou où t'en es arrivé aujourd'hui en fait. Alors je vais pas faire pleurer dans les chaumières, je vais pas raconter des choses comme je me suis fait frapper, j'avais un père alcoolique, ou je me suis fait violer, on va pas être dans des choses comme ça. Ça va être plus terre à terre, mais voilà. Je pense que peut-être que tu vas te retrouver dans mes histoires, ou pas peut-être. Je vais te montrer beaucoup de choses à travers un passé. D'ailleurs, il y a un épisode qu'il faudra que tu regardes, si ça que tu écoutes si ça t'intéresse, c'est ton passé ne te définit pas. Vraiment, c'est moi, c'est mon leitmotiv, c'est vraiment un sujet qui me porte parce que j'entends beaucoup trop de personnes accabler leur passé, dire voilà, si aujourd'hui je suis comme ça, c'est à cause de mon passé. Et moi j'avoue que j'adopte un point de vue qui est complètement différent par rapport à ça. Et je pense que peu importe ce qu'on a vécu dans le passé, ce qui compte c'est aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? Peu importe ce qui t'est arrivé, si t'as été dans la merde, si tu as été blessé, peu importe, je pense qu'aujourd'hui, il faut s'autoriser à se donner une nouvelle chance dans la vie. Arrêter de trouver cette excuse, d'avoir cette espèce de fardeau à son pied, ce boulet. Ah, mais je suis comme ça parce que je suis comme ça. Non, c'est bon, c'est passé. Maintenant, qu'est-ce que tu fais ? Et c'est ça qui est important. Alors, c'est parti, du coup, pour te raconter mon histoire. On va rentrer dans le vif du sujet, et ça va commencer à 5 ans. Donc moi, mes parents, ils sont divorcés. J'ai vécu avec ma mère dès l'âge de 5 ans. Et ensuite, donc, elle a retrouvé quelqu'un. Et cet homme était vraiment un odieux personnage qui m'a pourri la vie. C'était un enfer à ses côtés parce que c'était un homme impulsif, colérique, manipulateur, mauvais. Je me sentais dans une prison avec lui. Je n'avais le droit de rien faire. C'est-à-dire que, par exemple, si je regardais à table, on mangeait ensemble, si j'avais le malheur de regarder dans son assiette, fallait que j'aille regarder les assiettes après le repas. Il me forçait à manger, il me rabaissait énormément. Je me suis aussi sentie rabaissée par ma mère. J'avais souvent l'impression que les deux se confrontaient un petit peu contre moi, alors que j'étais toute petite, mais par exemple je pouvais faire des erreurs de français, des choses comme ça, et j'étais moquée, je me sentais à l'époque nulle. Je me sentais pas aimée puisque en fait ma mère qui est dépendante affective c'était toujours l'homme que je mets sur un piédestal qui est presque mon Dieu finalement puisque sans lui je suis rien. Et du coup moi je me suis très souvent sentie comme une petite, comme quelque chose de la cinquième roue du carrosse, le truc en trop qui gêne, qui dérange, et j'ai jamais senti le soutien de ma mère puisque dans ces moments où par exemple il me forçait à table, je restais pendant des heures assise en train de regarder mon assiette et jamais elle a pu prendre ma défense, jamais elle s'est imposée face à lui. Et même quand une fois il m'avait frappée, jamais elle s'est imposée, elle a jamais dit quoi que ce soit et je lui en ai terriblement voulu
puisque je me suis jamais sentie protégée. Et c'est bizarre parce qu'aujourd'hui, avec mes 2 enfants, je leur dis très souvent tu es en sécurité, je te protège, tout va bien. Comme si, tu vois, ces mots-là, moi, je les ai jamais ressentis quand j'étais plus jeune. Et du coup, ouais, ça a été très difficile parce que déjà, j'étais seule dans cette famille, on va dire. J'avais pas de frères et sœurs. Et ça, c'est vrai que ça m'a toujours manqué. D'où mon envie de faire 2 enfants et assez rapprochés. Voilà, par rapport à eux. Ce beau-père là qui était ultra mauvais. J'ai vécu dans une enfance où on claquait les portes, où on hurlait, où ma mère elle était très très souvent mal. C'était pas un super quotidien. Pour aller jusqu'au bout des choses, j'avais des envies de monter au ciel, on va dire. J'avais tellement pas confiance en l'amour que pouvait me porter ma mère, puisque ce sont quand même nos parents, c'est nos figures d'attachement, hein, et on connaît qu'eux. Donc je ressentais pas son amour. Le nombre de fois où j'ai imaginé mon enterrement, genre en me disant peut-être qu'à ce moment-là, voilà, ils vont me donner de l'attention, ils vont me donner de l'amour, voir si vraiment ils m'aiment, s'ils pleurent. Ouais, je te promets que je pensais à ça. Et puis je me trompe. Non, bon. On va passer sur autre chose. Donc je me faisais du mal. Et donc voilà, j'étais vraiment mal dans ma peau. J'avais un père qui était pas présent. Parce que déjà, on était loin en termes de distance. Lui, il a un comportement qui était assez compliqué. Il est très solitaire. Quand on marchait ensemble, par exemple, on allait dans le centre-ville, il marchait à 3 mètres devant moi, comme s'il avait honte. Il n'y avait pas de communication, il n'y avait pas d'échange. Pareil, quoi. C'était un homme qui était ni dans les cadeaux, puisqu'il était très porté sur ses sous, au point que je devais lui rembourser mes courses scolaires quand on les faisait ensemble pour la rentrée. Enfin, je devais lui rembourser mon magazine, mon shampoing. Enfin voilà, c'était vraiment quand même d'un sacré niveau en termes de radinerie, hein. Et donc voilà, en termes d'amour, il y avait que dalle. Ouais. Donc du coup, je me sentais horriblement seule. Pas de père, pas vraiment de mère. Une mère sur qui tu peux pas compter pour te protéger, pour te soutenir, pour être là. J'ai vraiment senti ce mal-être. Heureusement, j'étais très très entourée, puisque au niveau des amis, ça m'a permis de me porter. Mais en fait, cette relation que ma mère a avec cet homme et avec les autres qu'elle a eu aussi, parce que ça s'est terminé quand j'avais 12 ans avec lui. Et oh là là, mais quelle libération, c'était tellement fantastique, quoi. J'ai vraiment connu ce second souffle, quoi, la vie qui commence, quoi. J'avais le droit de rien faire avec lui, de rien regarder, de rien. Tout ce que je disais, c'était nul. Une fois, je sais pas si tu l'as déjà entendu quand j'ai dit, mais voilà, il m'avait déjà insulté de pourriture de la vie. Donc là, on n'est pas dans du drama, on n'est pas dans des trucs de ouf. Mais ça, en fait, crée beaucoup de choses, hein. Après, il peut y avoir tellement malheureusement, de conséquences quand on ne fait rien sur notre vie adulte. Donc, voilà, quand moi, j'ai commencé à percevoir, à avoir cette conscience-là de comment ma mère agissait avec les hommes, ça commençait à me nourrir une espèce de rancœur, de colère, Et en fait, ma mère, elle m'a servi vraiment de contre-exemple. Dans la vie, on a toujours le choix. C'est comme si, par exemple, tu es avec ta meilleure amie, on va dire que t'as 10 ans, t'es à la mer, dans les vagues, et t'es là, il y a des vagues qui arrivent. Soit t'es là en train de t'éclater, soit tu commences à avoir peur. Pourtant, tu vis la même expérience. Tout dépend du point de vue que tu adoptes face à une expérience. Ce qui compte dans la vie, c'est toujours ta manière de réagir. Peu importe ce qui se passe, on va vivre la même chose, on va réagir différemment. Donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant tout ce que je vais te raconter et que tu puisses aussi faire le parallèle avec ta vie actuelle. Te dire, ok, il peut m'arriver plein de choses, maintenant, ce que je contrôle, c'est ma manière de réagir. Et ça, je l'ai compris très très tôt. Donc ma mère n'était pas présente, elle m'a pas suivie pendant les études,
Et en fait, moi, de suite, je me suis dit, c'est qui va créer mon destin? C'est ma mère ou c'est moi? Ben non, c'est moi. Tout repose sur mes épaules. C'est à moi de bosser, c'est à moi de m'y mettre. Bref, je me suis égarée. Donc, par rapport à la relation de couple, elle m'a montré finalement l'exemple à ne pas suivre. Une femme qui s'oublie dans la relation, une femme qui ne s'impose pas, une femme qui laisse l'homme prendre des décisions. Voilà, elle ne fixait pas de limites. Elle était en totale dépendance, vouloir toujours envoyer le meilleur d'elle-même, avec toujours la peur constante d'être quittée, d'être abandonnée, une jalousie excessive, etc. Et moi, en fait, le fait de la voir se rabaisser, d'être soumise à l'homme de cette manière-là, je me suis dit, mais moi, mais jamais. Et pour ça qu'en fait, j'ai tellement subi les hommes avec qui elle a été. Soit je les ai subis, ben voilà, parce que là, j'étais constamment j'étais avec eux, j'étais vraiment présente, ou alors je les subis de manière plutôt détournée, où on n'habitait plus ensemble, mais où elle se plaignait énormément de sa relation. Et en fait, j'ai toujours vu, finalement, dans tous les choix qu'elle a pu faire, à se mettre en couple pour presque avoir ce statut-là. Statut de la femme qui est aimable, statut de la femme qui est en couple et ça reflète une bonne image. Et puis, bon, il y a quand même quelques bons moments, donc je passe quand même du bon temps. Mais toujours ce besoin d'être avec quelqu'un pour se sentir exister. C'est vraiment, on est là-dedans. Et donc comme j'ai subi les personnes qu'elle me ramenait à la maison ou avec qui elle était, je me suis dit, mais non. Mais alors, le mec que moi je vais choisir, ça va être le Graal. Le mec au top du top. Jamais je vais choisir une espèce de pourriture, d'homme toxique pour être le père de mes enfants. Parce que des fois, j'ai failli faire cette erreur-là. Avec un ex où je lui avais demandé... Enfin, c'est vrai. Je lui avais demandé... Ça fait 6 ans qu'on était ensemble, de faire un enfant parce que j'ai de l'endométriose et j'avais cette peur maladive de ne pas pouvoir en faire. Et donc... la relation était toxique et pourtant j'ai fait ça, mais grossière erreur que je me suis très 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 vite reprise. Mais voilà, j'ai toujours quand même... Ouais, faudrait que j'explique aussi pourquoi ma relation était toxique, parce que sinon tu vas dire oui, tu es en train de dire que tu choisis hyper bien tes mecs, mais t'étais dans une relation toxique. Bon, je fais une petite aparté, relation toxique parce que j'avais un doute sur sa fidélité, mais je ne trouvais rien. Parce que le mec, c'était un manipulateur, mais un bon comme on en trouve rarement, je crois. C'était du haut niveau, et du coup, j'avais ce truc de je suis folle, parce que j'avais cette intuition à l'intérieur de moi qui bouillonnait, Je respirais, je mangeais, je me regardais dans le miroir, je ne voyais que ça, mais pourtant, j'avais aucun fait, rien du tout. Donc du coup, ça me pourrissait, puisque, voilà, par exemple, il pouvait avoir un environnement toxique, mais du coup, est-ce que vraiment ça voulait dire il y avait des petits trucs, mais il n'y avait rien de concret. Donc en fait, je me mangeais le cerveau, et puis du coup, ça retombait aussi sur la relation, et puis bon, après, il y avait d'autres désaccords, mais en soi... en dehors de cet aspect-là et de sa radinerie, parce qu'on était aussi un summum, mais sinon ça restait un homme bien. Bon, c'est toujours ça, c'est un homme bien, mis à part ça. Bon, après c'est vrai que personne n'est parfait, et bon, du coup, il faut aussi un petit peu tempérer le truc, mais de base, voilà, on apprend que c'est des manipulateurs très souvent à la fin. Enfin, moi, je l'ai compris à la fin, donc tant mieux, puisque après ça a dégagé. Donc, je me suis quand même dit, malgré tout, dans mes relations, j'ai toujours été avec des hommes bien, et de faire en sorte que, voilà, le père de mes enfants, ce sera un mec super. Parce que je ne veux pas faire subir ça à mes enfants, leur faire vivre ce qu'ils ont vécu, se sentir dans une prison et de se sentir comme une moins que rien, parce que vraiment c'était ça. Je me sentais comme une merde, comme quelque chose en trop, quoi. Donc voilà, en fait, et comme je l'ai vu ne pas être dans la protection, ne pas vraiment avoir ce rôle de mère, parce que pour moi le rôle de mère c'est ce truc de ce parent, on appelle ça en coaching le parent nourricier, c'est-à-dire je prends soin d'eux, je prends soin de toi, et pour moi prendre soin de toi c'est pas juste te donner à manger, te donner un toit sur la tête, t'offrir un scooter ou des choses comme ça, non, pour moi
Prendre soin de toi, c'est te donner tout l'amour dont tu as besoin, c'est te permettre de te sentir bien dans ta peau, d'être à ta place, de me communiquer tes peurs, prendre vraiment du temps pour toi, de te soutenir, de te protéger, te permettre d'évoluer correctement. Et donc du coup, voilà, je me suis toujours dit, jamais je ne subirai des relations amoureuses, quoi. Si je suis mal, je me casse, je pars. Et en fait, je l'ai toujours vu, ça a toujours été les hommes qui ont pris des décisions pour elles. J'ai jamais vu quitter un homme. Toujours été eux. Et moi, je me suis toujours dit, puis j'ai vu dans des états misérables, du coup, vraiment, au bout du rouleau, alors que c'était que des relations toxiques, mais au plus haut point. Et du coup, je me suis dit, mais non, moi, je veux tenir les rênes de ma vie. Je ne veux pas être passive dans ma vie, je veux être actrice. Je veux pas être là, remplie de rêves, toujours espérer toujours me demander si l'herbe est pas plus verte ailleurs, me demander si... j'avais pas envie d'envier les autres. Sa famille, son mec, la vie qu'elle mène, sa vie professionnelle. Non, pour moi, envier quelqu'un, ça doit être un signal. T'envies ça, fais tout pour. Ça veut dire que t'en as envie, bats-toi pour l'avoir. Et donc j'ai toujours été dans cet état d'esprit de un mec ne me manquera pas de respect. Une fois, pas deux fois. Ça, pour moi, le respect, c'est vraiment ma valeur première. D'abord, je me respecte moi. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je pouvais compter que sur moi. Et aussi, à travers mes expériences personnelles, comme des maladies, des choses comme ça, je me suis dit, mais en fait, on est toujours seul avec soi-même. C'est bien de compter sur les autres, mais il faut d'abord pouvoir compter sur soi. Et donc j'ai toujours tout fait pour essayer de m'auto-sentir bien. Donc de travailler sur mon discours intérieur. Il y a le côté mental, il y a l'aspect aussi apprendre à gérer mes émotions. J'ai mal, parce que moi j'ai un niveau de culpabilité aussi si je fais la moindre erreur, la moindre boutade, ou si je blesse quelqu'un, et qu'il y a un truc, c'est ça me fait hyper mal. Et donc là, j'aime pas m'auto-flageller, donc je vais faire m'auto-flageller. Si j'ai l'espèce de petit diable sur mon épaule qui vient et qui m'en fout plein la tronche, mais je n'aime pas ressentir ça comme personne. Il y a soit je subis sans rien faire et j'ai mal et je me fais fouetter par cette espèce de petit diable sur mon épaule, ou il y a je reprends le dessus, qu'est-ce que je fais de cette douleur-là? Et donc il y a tout un travail de gestion émotionnelle que j'ai appris à faire très très tôt. Et ensuite, il faut passer à l'action. C'est ce qu'on appelle en fait en coaching un alignement tête-cœur-corps. Tête, je travaille sur mes pensées, puisque c'est à partir des pensées. Ce sont des pensées qui vont guider ton comportement. Ça peut être un peu l'inverse, parce que des fois tu peux dire « Allez stop, je réfléchis pas, je fonce ». Et une fois que tu as foncé, tu es tellement fier de toi que du coup ça impacte tes pensées. Mais généralement... Voilà, le chemin qui se fait, c'est mes pensées déclenchent mes émotions et qui déclenchent mes actions. Et donc ensuite, une fois que j'ai travaillé sur ma gestion émotionnelle, c'est toujours de faire des choses, de faire et d'être, incarner ce que tu veux être. À partir du moment où tu as un comportement qui te dessert, qui ne te plaît pas, il faut absolument travailler dessus. Qu'est-ce que je fais ? Je sais pas, j'essaie de trouver des solutions. Ça peut être dans les livres, ça peut être dans des vidéos, etc. Mais très souvent, c'est des trucs un peu à la mort moelle-neu. Je me trouve des affirmations positives, etc. Mais c'est pas suffisant. Sinon, tout le monde serait magnifique, tout le monde serait hyper intelligent s'il suffisait de se répéter des choses. C'est un quart d'astuce de faire ce genre de choses-là. Mais des fois, il faut aller s'adresser à des professionnels attention les professionnels aussi, parce que moi, je tombe beaucoup aussi sur... en discutant avec des coachs c'est pas parce que t'es coach que t'as pas de problème, bien évidemment, que t'as rien à travailler. Mais c'est comme si moi, je te dis, je suis coach en estime de soi et je me déteste. C'est pas possible. Alors évidemment qu'aucun coach te dira ça, mais j'en connais beaucoup et c'est pas vraiment génial. Donc assure-toi que si tu as envie de te faire coacher, de t'assurer que la personne, par exemple, si tu travailles sur l'estime de soi, que elle s'estime vraiment, que c'est pas du bullshit, quoi, tu vois. Et pour information, moi, c'est vraiment le cas. J'ai une bonne estime de moi.
Ce qui m'empêche pas des fois d'avoir des gros moments de down ou de me dire pendant 3 secondes je suis nulle, je suis une merde. Ça m'arrive aussi. Ou des fois de me dire, je sais pas, il y a des espèces de trucs qui peuvent revenir en mode est-ce que vraiment je suis aimée? Mais en fait, toutes ces paroles-là, elles sont naturelles. Je pense pas qu'il y ait tout le monde qui ait toujours des... Je pense pas que ce soit possible d'avoir toujours des pensées ultra bisounours, d'être toujours au top du top. Bah non. Mais c'est pas ça qui fait de toi que t'as une bonne estime de toi, qui fait de toi une femme forte. Ce qui va faire que t'as une bonne estime, c'est que quand t'es dans le fond du trou, parce qu'on a tous des moments de down, tu vas remonter plus vite. Et ça c'est vraiment important. Qu'est-ce que je disais? Donc je vais revenir au rapport homme-femme. Et donc le fait d'avoir vu cet exemple de la femme qui s'oublie dans sa relation, qui ne pense, qui met cet homme sur un piédestal alors qu'en plus il en valait pas du tout la peine, et que elle, en fait, elle a tellement pas conscience de sa valeur, de son importance, que elle-même ne se faisait pas respecter, ne se respectait pas elle-même, que moi je me suis dit le respect avant tout, et je me respecte. C'est vraiment, en fait, c'est parti d'engagement que j'ai pris avec moi-même. J'ai vu une situation qui ne me convenait pas du tout, que j'ai subi, et que pour moi, la liberté d'être moi-même. Tu vois, parce que je me sentais vraiment genre enchaînée, quoi, les mains, les pieds, comme si j'allais attacher, ne fais rien parce que tu vas être critiqué, ne dis rien parce que tu vas être, pareil, critiqué, rabaissé, jugé. J'ai eu ce truc, tu vois, parce que je sais que le premier truc qui te fait flipper, c'est le regard des autres. Ça a une importance de fou. Mais ça a une importance quand tu ne t'estimes pas toi-même. Tu vois, je te donne un exemple. Par exemple, avec mon chéri, on adore se traquer. Il peut me traquer physiquement, on peut aussi se traquer sur nos points un petit peu faibles. Mais en fait, comme on est très à l'aise avec qui on est nous-mêmes, on en rigole. Et tu vois, par exemple, moi, je le charriais sur ses dents pour rigoler. Voilà, il y a des petits espaces, tout ça. Et en fait, lui, il me dit, mais en fait, tu peux me dire ce que tu veux, mais je m'en fous, ça ne me fait rien, parce que moi, je trouve que j'ai des très belles dents. Et du coup, ça, je me suis dit, l'estime de toi. Et c'est là où, en fait, quand tu t'estimes, quand toi, fondamentalement, tu sais que t'as de beaux cheveux, t'es intelligente, t'es cultivée, t'es à l'écoute, que tu vois, t'as conscience de tes atouts, de tes qualités, de tes forces, tu vois, en fait, ça te touche pas. Et même moi, quand il va me titiller sur des défauts physiques ou des trucs comme ça, en fait, je les ai tellement intégrés et acceptés. À partir du moment où tu acceptes tes défauts, je vais faire un épisode de podcast là-dessus sur les défauts, et en fait, ça coule dessus, quoi. Que dalle. Sauf quand ça devrait à haute dose, à un moment donné, je lui dis, calme-toi là, tu me saoules. Mais sinon, tu vois, donc c'est vraiment, s'il y a personne qui te donne de la valeur, sinon t'en demanderas toujours. C'est toi, tu dois en avoir conscience. Et donc, je vais revenir à moi, parce qu'en même temps, j'adore te donner tout un tas de conseils, parce que ça me vient tout seul. C'est que, donc voilà, en fait, je me suis dit, le respect. Moi, je veux me respecter, je veux être fière de ma vie, je veux être actrice de ma vie, je veux pas laisser les autres décider pour moi, parce que, en fait, ils ont décidé pour moi. Quand j'étais petite, en fait, j'avais aucune possibilité de bouger. J'étais petite fille, comme ça, toute fragile. Tu pouvais me faire ce que tu voulais que je fasse quoi? Que je parte, que je fasse une fugue, que je me retrouve dans la rue, dans le noir, à dormir sur le béton. Alors j'en ai rêvé, mais non. Tu subis. T'es là, oui, etc. Et puis, alors que maintenant, en fait, tu es adulte. Et moi, je me suis dit, adulte, j'ai fait ce que je veux. J'ai pas pu faire ce que je voulais quand j'étais petite. J'ai pas pu m'exprimer comme je voulais. Et maintenant, aujourd'hui, que j'ai le droit, parce que je me donne le droit. Je répète, je me donne le droit. Tout est une question de permission. Je me donne le droit d'être qui je suis. Ça te plaît pas?
c'est sans doute qu'on pourra pas s'entendre. Donc oui, évidemment qu'au niveau de l'ego, on a envie de plaire à tout le monde. Et encore, parce que c'est comme... Non, mon exemple il était pas bien. Je vais prendre un exemple avec la bouffe. Et en fait, oui, par exemple. Bon, tiens, ça peut passer comme exemple. Moi, il y a des choses que j'aime pas au niveau de la bouffe, que par exemple, mon conjoint, lui, il va adorer. Et là, on va trouver des terrains d'entente. C'est pas parce que, en fait, il y a des choses qui peuvent déplaire chez nous qu'il y a tout à jeter, en fait. Donc, même si être libre d'être soi-même, tu peux avoir des défauts, que ça peut saouler, mais tu as des qualités qui dépassent tellement de ça qu'en fait, on s'en fout. Et que toi aussi, il y a des choses que tu n'aimes pas chez l'autre. Et en fait, le jeu dans les relations, faut pas se forcer, hein. Mais c'est d'apprendre à accepter l'autre. Et comme je suis en capacité d'accepter l'autre, je m'accepte moi aussi. Il y a vraiment tout un travail que je fais en séance de coaching sur ce qu'on appelle le shadow work. Donc c'est sur la partie d'ombre. La partie d'ombre, c'est nos défauts qu'on rejette en bloc, alors qu'en fait, ça fait tellement partie de nous-mêmes. C'est ça qui crée notre unicité. Si on avait tous les mêmes qualités, en fait, on serait des espèces de clones interchangeables qui perdraient toute leur splendeur, toute leur couleur. Ce qui fait notre unicité et qui nous rend si spécial, c'est ce fameux combo entre les qualités et les défauts. Et donc elles sont hyper importantes. Et donc, bref, je m'éparpille pour changer. Et donc voilà, en fait, j'espère que maintenant tu comprends cette espèce de hargne d'être très indépendante, de ne pas vouloir dépendre d'un mec. Il est hors de question, mais vraiment hors de question qu'un homme il fasse la pluie et le beau temps chez moi. Je veux pas lui laisser cette espèce de privilège malsain de décider pour moi, de me faire du mal. Tu peux me faire du mal. Il y a plein d'hommes qui m'ont fait du mal. Mais tu vas pas le faire longtemps. Si je vais poser mes limites, tu redépasses, ça dégage. Moi, je pense, je répète, hein, c'est pas le premier épisode que t'écoutes, c'est que on n'est pas venu sur Terre pour subir, on est venu sur Terre pour être heureuse. Si je veux être heureuse, je dois me donner les moyens. Et à un moment donné, des fois, je dois me séparer de relations toxiques pour espérer être heureuse. Et quand on met des choses en place, on obtient les résultats. Donc, voilà. Moi, je me suis pas sentie respectée dans mes droits, je me suis pas sentie libre d'être moi-même. Je me suis pas sentie à ma place. Je pense que j'étais complètement éteinte dans mon enfance, hein. Voilà, les jours défilent, etc. Sauf quand je me retrouvais à la récré avec mes copines, où là, j'étais moi, où je me sentais appréciée, aimée, etc. Et donc du coup, aujourd'hui, maintenant que je suis une adulte, je me donne le droit de tout ça. Parce que j'en suis capable. Si je me donne pas le droit moi-même, qui va me le donner ? Les autres, bien sûr qu'ils ont envie que tu sois toi-même. Donc, et puis je pense que... Voilà, moi j'ai tendance, par exemple, à être ultra spontanée. J'ai pas envie de réfléchir 1000 ans à ce que je pense, ça arrive, ça part. Et c'est vrai que ça peut m'arriver, malheureusement, de blesser. Et en fait, tout est rattrapable. Si je blesse quelqu'un, je vais me fondre en excuses. Et en fait, dans nos qualités, il y a aussi des défauts, parce que moi, la spontanéité, j'adore ça chez les gens. J'adore les personnes qui sont franches, qui réfléchissent pas, qui sont pas en train de peser chaque mot qu'ils vont dire. Et ça, c'est tellement drôle. Moi, ça me fait marrer, quoi. Et je sais aussi que par mon franc-parler, je fais rire. À la fois, il y a ce côté qui peut être parfois blessant, mais il y a ce truc aussi hyper motivant, hyper punchy. Voilà, je sais que je suis pas coach pour rien, donc je booste mes coachés, je suis à fond derrière elles. Et puis, bon bref, je m'égare. Et donc voilà, j'ai vraiment eu ce truc de, quand j'étais petite, j'étais comme ça, j'ai subi, maintenant aujourd'hui c'est terminé. Je prends cette décision et moi. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis en fait vraiment moi-même, et que si dans mes relations je ne le suis pas, c'est qu'il y a un problème, et du coup je ne veux pas de cette relation. Porter un masque, je pense qu'on en porte très souvent au début d'une relation, finalement de toute relation, qu'elle soit professionnelle, amicale ou amoureuse.
On est comme là en train de se regarder, en train de parler. Je pense que c'est le jeu. C'est plutôt normal. Et après, ça dépend du feeling. On a plus tendance à se libérer. Faut pas que ça dure. Si tu commences à toujours porter un masque, ça fait 2 ans que vous êtes amis, 3 ans que t'es en couple et que en fait t'es jamais toi-même, il y a un gros souci quoi. Et c'est là où il faut aller se questionner. Donc voilà au niveau de comment je suis passée d'une petite fille fragile, mal dans sa peau, à cette femme sûre d'elle qui se respecte elle-même, qui veut se faire respecter, qui a conscience de sa valeur. Comment est-ce que j'ai pris conscience de ma valeur? Parce que finalement on me l'a jamais attribuée et c'est ce que je te dis en fait. On nous l'attribue pas, on décide de nous-mêmes. C'est comme si et en plus la valeur c'est très ça dépend de chaque personne. Genre tu vois j'ai acheté mon chéri m'a offert un vélo cette année et on s'est dit bon allez on va pas mettre des milliers de sous dedans, je vais peut-être pas en faire hyper souvent. Donc on va en trouver un sur internet. J'en ai trouvé un apparemment d'une super marque assez luxueuse dans le monde des vélos. Tu vois, je sais même pas te dire la marque des vélos, j'ai pas envie de faire des recherches, j'ai oublié. Et en fait, mon chéri connaît, c'est une marque qui est hyper connue. Et tu vois, lui, c'était... moi, quand je l'ai vu, il était un petit peu sale, le vélo. Enfin, voilà, je lui ai pas trouvé beaucoup de valeur. En vrai, j'avais envie de dire non, en fait, j'en veux pas. Et mon chéri m'a dit, ah non, c'est un super vélo, c'est de la qualité, la marque. Et donc, tu vois, face au même objet, chacun, selon sa vision, ne donne pas la même valeur aux mêmes choses. Tu peux, toi, avoir de la valeur. Quelqu'un peut te donner beaucoup. Tu peux avoir beaucoup de valeur pour quelqu'un et pas du tout pour quelqu'un d'autre. Donc, finalement, c'est soi. Il n'y a toujours que soi qui compte. C'est quelle valeur je m'attribue, quelle image j'ai de moi, et ça c'est hyper important. Et il y a plein de choses qui vont se jouer sur l'image que l'on a de nous-mêmes. C'est nos rapports à nos défauts, d'où le travail du shadow work que moi je fais faire en coaching. Il y a le travail sur toutes nos croyances, sur nos peurs, sur aussi notre capacité à apprendre une habitude. Par exemple, toutes les personnes qui n'osent pas dire non, en fait, elles sont toujours murées à ne jamais dire non. Donc en fait, c'est trop dur à dire. Mais si à partir du moment où tu commences à faire le premier pas, ensuite il y a tout le reste qui s'enclenche. Donc c'est aussi une question d'habitude. Moi j'ai toujours entraîné mon cerveau à essayer de me faire du bien. Quand il y a un truc qui va pas, ok, comment je fais, etc. Mes émotions, à bien les gérer. Donc tout ça, quand c'est pas inné, où ça peut être difficile. Après, j'ai aussi fait une école de coaching, donc qui m'a bien évidemment énormément aidée, donc c'est encore plus facile maintenant. Mais j'ai toujours été attirée par ce monde-là. En fait, il vaut mieux être son ami que notre ennemi, parce que, et ça, je l'ai appris très très tôt. Je me suis dit, en fait, quand j'étais petite, j'ai pas le soutien de ma mère, mon père il est pas présent, j'ai pas de frères et sœurs. Finalement, je suis toute seule avec moi-même. Si je m'aide pas, si je me sauve pas, qui c'est qui va le faire? Je vais me laisser mourir en fait, parce que j'ai eu des envies de mourir. Mais à 15 ans, non, encore un peu plus tard, j'ai réussi à reprendre le dessus et je me suis dit plus jamais. Et donc voilà, il y a tout ce travail-là à faire. Donc si tu veux que l'on fasse ce travail ensemble, que je t'accompagne pour vraiment retrouver de l'estime pour toi, prendre conscience de ta valeur, avoir une belle image de toi, t'aimer, prendre soin de toi, te prioriser, à retrouver confiance en toi, donc oser aller vers tes rêves, n'hésite pas à me contacter et on se fera un petit appel pour que je puisse mieux comprendre ta situation, qu'est-ce que tu veux et je te dirai si je peux t'aider, si je suis la bonne personne pour toi. Pour cela, tu peux venir directement m'écrire sur Instagram, Elixir de Confiance, ou par email hello@elixirdeconfiance.fr. Sinon, tu as toutes les informations de toute façon sur mon site internet. Bon voilà, je vais m'arrêter là, je pense que je t'ai déjà dit beaucoup de choses. J'espère que ça t'a permis d'en savoir aussi plus sur moi, de te montrer un petit peu le chemin que j'ai pu parcourir. Et j'ai essayé de te donner aussi pas mal de conseils. J'espère que tu as pu avoir des prises de conscience si ça t'a plu. Encore une fois, partage autour de toi. Je pense que ça peut aider un grand nombre de personnes. Et aussi, mets un 5 étoiles. Et puis, si tu es sur Apple Podcast,
Mets-moi un commentaire, ça me permet d'être plus visible. Et puis je te dis à très bientôt je te dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Je t'embrasse fort.